Très bien, merci beaucoup. Bonjour à tous. Donc je suis ravie d'être là. On est dans des conditions un petit peu particulières, vous le savez. Aujourd'hui, nous allons donc discuter des données touristiques, comment les exploiter pour créer de la valeur et développer une activité. Donc je vais me présenter très rapidement et puis après je vous donnerai en introduction un petit peu la thématique globale. Donc moi je suis Alix Howard, je suis administratrice de l'association La Mêlée, membre de la commission e-tourisme, et ça depuis très longtemps, et également consultante en conduite du changement. Je fais de la facilitation, j'accompagne des entreprises notamment dans le tourisme, mais pas que, et ça pour le compte de la société SQLI, le département conseil de SQLI à Toulouse. Donc, on a aujourd'hui, et je vais directement les présenter, ils vont se présenter eux-mêmes, mais alors il y a 4 intervenants aujourd'hui, 3 qui sont sur place et une 4e qui est à distance. Je vais la présenter pour elle. On l'entendra, on la verra un petit peu plus tard quand elle parlera de son retour d'expérience. Il s'agit de Julie Bléjean, qui est responsable web marketing du tour opérateur La Balaguère. Pour resituer qui sont La Balaguère, c'est une marque du groupe UCPA, qui est un tour opérateur qui est spécialiste dans les voyages à pied et à vélo, dans les Pyrénées, en France et également à l'étranger, à l'international. Ils proposent plus de 70 destinations à l'étranger. Ils sont certifiés tourisme responsable et c'est environ 15 000 clients chaque année. Vous imaginez bien qu'ils ont traversé une crise assez forte compte tenu de ce métier. Et donc, on va voir comment ils ont fait face et justement comment ils ont pu exploiter de manière intelligente leurs données. Ensuite, on a avec nous Emmanuel Bobin, que je laisse se présenter. Oui, bonjour à tous. Donc Emmanuel Bobin, je suis le manager de Open Tourism Lab. Donc on est une plateforme d'open innovation dédiée au tourisme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a trois métiers principaux. Le premier métier, c'est d'accompagner des entreprises innovantes, donc des startups, sur des programmes qu'on dit nous d'accélération. Notre deuxième métier, c'est d'accompagner des destinations, donc des opérateurs publics ou des grands comptes privés dans leur démarche d'open innovation et de créativité. Et puis, on est aussi donc créateur d'événementiels pour faire rencontrer justement le monde de l'innovation, donc les startups et ces opérateurs, qu'ils soient publics ou privés. Certes, le monde de l'événementiel, c'est un peu compliqué en ce moment, mais on y arrive quand même. Ensuite, avec nous, Manuel Mirabel, la société C'est Ouvert. Oui, bonjour à tous. Je suis donc Manuel Mirabel, le fondateur de C'est Ouvert. C'est Ouvert, on est un prestataire technique avec 4 ou 5 métiers principaux, à savoir un système de résa qui est plutôt dédié au monde du camping, qui est lié ensuite à une centrale de résa, à un channel manager, suivi derrière de toute une suite de métiers très liés notamment à la gestion de la data, à savoir CRM, BI, Yield Management, Revenue Management. Voilà. Avec des clients sur tout le territoire français, même un peu plus. Avec à peu près, donc nos clients camping sont au nombre d'à peu près 4400, dont 50-60% en France, 20-30% en Espagne, Italie et les 20% restants sur une dizaine de pays européens. Voilà. Merci. Et donc pour finir, Tarek Habib, donc CEO de Murmuration. Exact. Bonjour tout le monde. Donc je suis président de Murmuration, une jeune entreprise toulousaine qu'on a créée en mars 2019, donc avec Rislen et Cathy qui sont ici dans la salle également, avec l'ambition d'inclure vraiment l'environnement dans le cycle de prise des décisions de tout le monde. Donc c'est une ambition qui est assez forte. On s'appuie sur un outil magnifique qui sont les satellites d'observation de la Terre et des techniques d'intelligence artificielle et de big data. On s'adresse à un panel très large d'utilisateurs potentiels, donc des autorités locales, régionales, nationales et supranationales, donc des corps de coordination européens par exemple, jusqu'aux vraiment utilisateurs et consommateurs final. Donc on développe le portail Flokeo, typiquement qui est dédié aux voyageurs et qui est dédié vraiment axé sur le tourisme, donc l'impact du tourisme sur l'environnement.
On référence les professionnels qui ont un engagement environnemental sur ce portail-là. Et on organise plein d'événements, plein de choses autour pour animer cette communauté. Par exemple, très prochainement, là, début novembre, on a un salon virtuel de voyage qui s'appelle Direct Travel, qu'on organise donc pour ce salon qui existait déjà en version physique. Mais nous, on amène la dimension digitale, la partie vraiment accompagnement des voyageurs, discussion avec des professionnels possibles, etc. Donc voilà, donc un panel de produits très large, bureau d'études pour les décisionnaires au niveau local, régional et international, et B2C à travers les portails, les événements, le salon, etc. Très bien, merci. Alors, quand on parle de données touristiques, on peut avoir une vision vraiment, vraiment vaste. On sait aujourd'hui qu'entre l'essor des réseaux sociaux, les technologies mobiles, les objets connectés, tout ça, ça nous permet, ça augmente considérablement la quantité de données collectées. Un chiffre complètement anecdotique, mais Facebook disposerait aujourd'hui de plus de 50 milliards de photos, par exemple. Alors, la donnée ou la data, si on parle un petit peu en jargon, parce qu'on va finir par y venir, la data dans son sens large, ça résulte de beaucoup de choses. C'est le contenu qui est généré par les utilisateurs, c'est l'agrégation de ces contenus-là, c'est l'analyse, c'est l'intégration de la data dans un écosystème un peu plus large. Alors, c'est le tourisme, mais c'est bien sûr tous les secteurs d'activité qui sont concernés. Et la data donc devient le principal moteur de la création de valeur. En tourisme, c'est la création de valeur pour le territoire, pour la destination. Donc là, on va s'attacher aujourd'hui à décrypter d'une part les différents types de données qui sont disponibles, voir quels sont les grands enjeux autour de ça et comment, avec des retours d'expérience, des témoignages très concrets que vont nous amener nos intervenants, on peut, grâce à des dispositifs innovants, plein d'imagination, des concepts un petit peu différents, des concepts sur mesure, à créer donc cette valeur et qui permet tout simplement à une activité de traverser une crise, de se développer et d'envisager l'avenir un petit peu plus sereinement. Donc justement, en termes de données, on a trois grands types de données qui se caractérisent quand on prépare un petit peu le sujet. Il y a tout ce qui est contenu utilisateur, tout ce qui va être dispositif technique, devices data, et puis les transactions plus largement, avec tout ce que ça peut impliquer dans les écosystèmes et dans les systèmes d'information. Alors Emmanuel, est-ce que justement on peut rappeler ces grands enjeux, ces grands concepts pour définir cette donnée? Oui, donc un sacré défi de venir un peu circonscrire le débat d'aujourd'hui en partant de là, parce que l'univers du tourisme fournit énormément de data. C'est vraiment le big data du tourisme est très très large. Donc il y a des sujets dont on ne parlera pas cet après-midi. Donc je ne vous parlerai pas, par exemple, d'Amadeus ou de Sabre qui fournissent depuis énormément d'années, donc ils sont des GDS, des Global Distribution Systems, qui distribue les segments aériens. Alors je dis ça, je prenais ces exemples-là, c'est par rapport à ce que montrait Jean-Pierre Masse tout à l'heure. Donc là, effectivement, ça c'est des entreprises qui manient énormément de data. Donc peut-être pour amener ça à des univers et des concepts, de toute façon, la data et la gestion de la data, c'est pourquoi c'est améliorer l'expérience client, être au cœur en tout cas de la gestion de la relation client, avec au cœur de tout ça des CRM. Donc je pense là on aura Manu Mirabel qui nous en parlera bien et très très bien juste après. Moi je vais plutôt vous parler l'autre champ qui est plutôt comment la data va améliorer la performance des organisations et essayer de voir au travers de la chaîne de valeur de la data là où justement il peut y avoir la création de valeur. Et je vais essayer peut-être d'illustrer déjà aussi au travers d'exemples de solutions, de start-up que l'on voit au travers de cette chaîne de valeur. Donc quand on regarde la chaîne de valeur de la data, la première chose c'est la produire, être producteur de la data. Après il y a le recueil de cette data, bien la qualifier. Il y a aussi un des grands enjeux, c'est l'ontologie, faire en sorte évidemment de bien mettre, itérer des bons index sémantiques et autres.
Donc là, je prendrai quelques exemples où il y a littéralement la création de valeur, il y a la partie analyse et il y a la partie ensuite aide à la décision. Et c'est sur cette chaîne de création de valeur, on peut voir, Tarek en sera un exemple tout à l'heure avec Murmuration, où à l'entrée, on peut avoir des spécificités par rapport à un usage de la data satellitaire, où on va venir apporter un vrai usage et une vraie création de valeur par une spécificité d'utilisation d'une data qui, somme toute, il faut avoir une expertise, une maîtrise et qui apporte un vrai plus-value, en tout cas, dans les cas d'usage qui sont proposés par Murmuration. Et puis après, on peut avoir dans ces chaînes de valeur aussi, au-delà de l'entrée spécifique sur une data bien particulière, des chaînes de valeur qui sont dédiées à des secteurs. Donc, on peut se projeter sur certains secteurs comme l'hôtellerie où des solutions innovantes viennent apporter la création de valeur tout au long de cette chaîne. Et sinon, donc, si je reprends ma chaîne de valeur sur le recueil des informations, des datas touristiques, aujourd'hui, c'est un vrai enjeu. Je reprendrai aussi tout à l'heure un exemple par rapport aux annonces ministérielles qui ont été faites le 14 mai sur le Data Hub. Je ferai une petite parenthèse tout à l'heure. Mais nous, on a vu des innovations justement de start-up qui viennent industrialiser le process d'aspiration des données et pouvoir les remettre dans des bons index. Parce que vous savez, quand on se place par exemple à la place d'un office de tourisme ou d'une agence départementale touristique, dont une partie de leurs activités, c'est de venir mettre à jour tous leurs annuaires de prestataires qu'il y a sur un territoire. Le temps passé dans des campagnes de mailing, de phoning pour venir appeler les prestataires, remettre à jour l'adresse, les horaires, etc., ça prend du temps. Et là, aujourd'hui, il peut y avoir des innovations pour venir automatiser et aspirer ces données pour les mettre évidemment dans des bonnes tables pour pouvoir après avoir des usages en termes soit de communication, de promotion de l'ensemble de ces données. Il y a aussi donc le travail sur les ontologies est énormément important évidemment dans tout ce qui est la gestion de la data. Là, on accompagne une start-up qui est sur le sujet, par exemple, de la traduction aussi dans différentes langues des index en français. Et là, il y a une vraie création de valeur, en tout cas, pour pouvoir apporter des solutions innovantes et industrialiser là aussi. Et puis, effectivement, après, sur l'ensemble de la chaîne de valeur, sur tout ce qui est l'analyse. Alors, l'analyse, là, on va peut-être un petit peu mieux la qualifier. Vous pouvez avoir des analyses très très plates, les analyses de diagnostic qui viennent corréler plusieurs bases de données. Mais ce qui va beaucoup plus loin aujourd'hui, ce sont les analyses prédictives qui viennent modéliser à partir des historiques de data, modéliser donc des projections. Et puis après, il y a aussi les analyses maintenant prescriptives, où on vient rajouter de l'intelligence artificielle pour pouvoir là scénariser des prises de décision à prendre pour avoir tel et tel résultat. Donc ça, effectivement, il y a énormément aujourd'hui d'évolution dans l'intégration de ces innovations, et encore plus si on doit se projeter avec la 5G, avec les objets connectés, où à la fois ces analyses, je dirais, prédictives et prescriptives, on n'en est qu'à ses débuts dans les applicatifs. Donc voilà, on pourra peut-être dans des temps d'échange aller un peu plus loin sur d'autres exemples. Donc je vais faire un petit zoom. Alors, toujours compliqué de savoir qui on a en face en termes d'auditorat. Je ne sais pas si ces personnes sont intéressées pour savoir où en est Data Tourisme et où en est Data Hub. Donc je vais faire en 5 minutes un petit rappel. Donc pour ceux qui le savent, donc l'État, la Direction générale des entreprises de Bercy a lancé une initiative en 2017 qui s'appelle donc Data Tourisme, qui est un agrégateur des différents SIT, donc des systèmes d'information touristique. Parce que vous avez aujourd'hui, il y a pratiquement d'autant de SIT qu'il y a de départements, un peu plus de 80 SIT. Donc l'idée était évidemment d'homogénéiser, d'harmoniser tout ça au niveau du périmètre national. Donc ça se fait par plusieurs étapes. La première étape a été de créer l'index des POI en 2018.
donc des points d'intérêt touristiques. Est venue aussi, complétant en 2019, donc une nouvelle couche avec tout ce qui était commerce de proximité, restauration et d'autres. Et aujourd'hui, on arrive sur ce data tourisme à 320 000, je crois, POI à peu près. Donc là, il y a eu des challenges qui ont été relevés, qui ont été ceux justement des ontologies, des index, qui ont été aussi ceux de la technologie dans les choix qui ont été faits. Mais ça me permet d'introduire après de coup les enjeux. Mais aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que une fois qu'on a ces bases-là, ce sont les cas d'usage qui manquent et les modèles économiques autour de l'usage de ces méga données qui sont là. Donc une base de données en open source. Et aujourd'hui, alors cette base, c'est très bien, on est en open source, sert beaucoup à développement d'innovation de start-up. C'est des beaux bacs à sable pour les start-up. Mais les cas d'usage après finaux pour des opérateurs, on en est encore en pleine réflexion. D'ailleurs, donc le binôme DGE et ADN Tourisme ont lancé une étude dont les rendus seront à la fin de l'année sur justement le développement des bons cas d'usage pour la bonne utilisation des data. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, on en est encore évidemment à se poser les bonnes questions sur la création de valeur au niveau de l'usage des data. Et puis un autre chantier qui a été lancé, annoncé le 14 mai par le comité interministériel de l'époque, et surtout du Premier ministre de l'époque, donc de créer le Data Hub, qui a été parfois un peu mal relayé par la presse parce qu'on a entendu parler d'une OTA française, mais c'était pas ça. Donc aujourd'hui, il y a là aussi, donc c'est un chantier qui est en réflexion. Il y a un cabinet Roland Berger qui aujourd'hui consulte et est en train de voir quel type de concept derrière en termes de business model et en termes aussi d'usage pour constituer cette métabase de data touristique. Donc je vous invite à être attentif au rendu qu'il y aura en fin d'année. Mais tout ça pour dire, voilà, il y a toute cette réflexion-là, en tout cas sur la valorisation de la data, les modèles économiques derrière et donc les usages. Donc voilà, donc peut-être en conclusion, on parlera en fin de question sur les enjeux. Vous voulez que je... Ouais, voilà. Merci beaucoup. Non, merci. En fait, je pense qu'il serait intéressant de voir maintenant à différentes échelles comment c'est traduit, parce que là, on a cette vision large, on a une vision qui est globalement institutionnelle aussi. Donc, de voir après, auprès d'un acteur privé, ce que ça peut impliquer. Donc, parce que aussi, parler de données, quand on est dans cette échelle qu'on évoque aujourd'hui, c'est d'avoir une exploitation intelligente de cette donnée pour avoir aussi un retour en termes de comportement, d'usage de ses clients et de pouvoir se projeter avec ça dans les décisions à prendre. En ça, la Balaguer, justement, illustre très bien, très concrètement, comment l'analyse fine de données comportementales de leurs clients a permis d'adapter la manière de vendre. Donc on va essayer de donner la parole donc à Julie. Donc là, j'espère que techniquement, le relais va être donc pris. là, j'espère que techniquement, le relais va être donc là, j'espère que techniquement, donc sur sa prise de parole et comment elle va illustrer sa prise de parole et analyse de données. Elle va illustrer sa prise de parole et analyse de données. Elle va illustrer sa prise de bonjour à tous, j'entends pas très bien ce qui se passe, donc j'espère que c'est le bon moment pour moi pour parler. Oui, alors nous, la Balaguer, comme l'a dit Alix, on a subi une période un petit peu compliquée avec tout ce qui était crise du coronavirus, confinement, etc. Heureusement, on est une entreprise qui sommes beaucoup développée en ligne avec un large panel d'actions au niveau digital. Donc ça nous a permis de maintenir une fréquentation assez satisfaisante sur notre site internet. Les données touristiques sont effectivement très importantes pour nous et on s'en sert beaucoup.
que ce soit au niveau de la production comme au niveau du digital. Entre autres, on s'est beaucoup servi ces derniers mois de Google Trends, que je pense que beaucoup de monde ici connaît, qui nous permet d'analyser les tendances de consommation, puisqu'on a accès à des données sur les 5 dernières années sur les tendances de recherche des internautes. Donc, ça nous a permis de voir l'évolution sur certaines destinations et de confirmer ce qu'on voyait déjà nous-mêmes dans Analytics, qui est un outil intégré à notre site internet qui nous permet d'avoir accès à beaucoup d'informations, c'est-à-dire à savoir ce que les gens fréquentent sur notre site internet, ce qu'ils recherchent. Et couplé à Google Trends, ça nous permet d'affiner des productions au niveau des créations de voyages, par exemple, pour savoir ce que les gens ont envie de visiter au sein d'une destination, au sein d'un massif. Ce sont des données auxquelles tout le monde a accès potentiellement, qui permettent des comparaisons entre plusieurs destinations et qui sont vraiment une mine d'or au niveau des informations. Ensuite, on utilise aussi beaucoup de données qui sont fournies pas seulement par Google, mais aussi par d'autres organismes, par exemple Answer the Public, SEMrush aussi. Peut-être que certains d'entre vous l'utilisent. Ce sont des outils qui sont vraiment très complets, en particulier SEMrush, qui nous permettent d'avoir accès à toutes les questions que se posent les internautes autour de mots-clés. Par exemple, nous, on était très intéressés cet été, par la force des choses, par la destination Pyrénées. On est déjà des spécialistes, mais on voulait être encore plus présents dessus, puisqu'il y avait beaucoup de monde qui était intéressé par le massif. Et grâce à la saisie de ce mot-clé dans ce logiciel, on a accès à toutes les questions que se posent les internautes. Et ça nous permet d'avoir une présence renforcée sur le web autour de cette expression. Donc forcément, pendant le confinement, on ne pouvait pas vendre de séjour, ou du moins pas dans l'immédiat. Donc on a développé ce qui existait déjà beaucoup sur notre site internet, c'est un magazine avec plein de pages d'informations. Et une des questions, c'est un exemple très concret mais tout bête, que se posaient beaucoup les gens, c'était quel est le plus haut sommet des Pyrénées? Et on a travaillé cette expression-là pour apparaître dès que les gens tapaient cette question dans Google. Et effectivement, grâce à cette question était très posée, et donc faire une page là-dessus, ça nous a permis d'avoir un maximum de visibilité sur peut-être des nouveaux prospects, tout simplement, parce que c'est des gens qui sont intéressés par le massif Pyrénées, et peut-être à la fin de nouveaux clients aussi. On a développé aussi sur ces pages du magazine tout un balisage FAQ Google qui nous permet d'accéder à la fameuse position 0, qui correspond aussi à la recherche vocale. Donc c'est très intéressant parce que ça nous donne une visibilité qui est assez énorme et auquel on n'aurait pas accès sans toutes ces données. Donc voilà, être présent sur des termes que recherchent les internautes, c'est vraiment très important. Y répondre correctement, ça permet aussi de se faire tout un réseau au niveau du référencement par des publications d'articles en thème avec le mot-clé ciblé. Et pour nous, ça nous a permis d'avoir une fréquentation plus que raisonnable sur notre site internet pendant les périodes difficiles, d'avoir accès à de nouveaux prospects et d'avoir accès à de nouveaux clients aussi. Merci beaucoup Julie, effectivement. Alors moi je trouve que c'est intéressant merci ce retour beaucoup Julie, effectivement. Alors, sur la problématique du contenu. Donc, il y a un énorme effort à faire en termes de contenu pour pouvoir garder le lien indépendamment de la vente pure et dure. Donc ça c'est un vrai challenge pour une marque. Et comment on peut aussi sur la base d'outils qui sont parfaitement accessibles, à commencer par Google et toute sa suite d'outils. Comment la donnée satellite, à la fois sur des usages B2B que tu vas nous expliquer, et B2C avec la marque Floqueo que vous avez développée et qui apporte deux innovations très spécifiques et très intéressantes.
Tout à fait. D'abord, juste une petite rectification. On utilise beaucoup d'images satellites issues de programmes satellites qui sont ouvertes et disponibles à tout le monde. C'est leur interprétation, l'expertise, comment l'utiliser qui est effectivement pas à la portée de tout le monde. Mais on utilise massivement un programme européen qui s'appelle Copernicus, qui est un programme d'observation de la Terre dédié à l'environnement avec différents instruments, avec des données qui sont ouvertes, gratuites pour tout le monde. Nous, on arrive à utiliser cette open data justement et de créer un modèle économique derrière en digérant ces données-là, en les traitant et en la proposant sous forme de dashboard, enfin de interface de prise de décision qu'on développe auprès d'autorités locales, villes, mairies, autorités régionales, nationales et supranationales, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc c'est une activité vraiment très proche d'un bureau d'études, d'expertise, qui utilise cette donnée-là, la traite, l'interprète et la digère pour une fin. Dans l'occurrence, dans notre cas, c'est pour le pilotage de l'activité de tourisme, pour la rendre plus durable et la mettre dans les mains d'experts locaux qui l'utilisent sur le terrain, en fait. Donc c'est à travers vraiment des interfaces assez avancées, mais assez intuitives à utiliser pour la prise de décision. Donc un exemple très concret pour une destination, par exemple, parce que on a parlé de l'exemple de Malte, ou encore des discussions qui sont en cours avec des villes comme Montpellier, Albi ou Séville. Donc concrètement, ces acteurs-là, ils vont se servir de murmuration de quelle manière? Donc en fait, nous, on a d'un côté les données satellites qui nous permettent d'avoir une idée très précise de l'impact environnemental d'une certaine activité. Maintenant, il faut qualifier cette activité. Donc là, encore une fois, on utilise d'autres données qui sont disponibles, donc des données des réseaux sociaux, des données qui nous permettent de positionner, par exemple, des voyageurs. Déjà, on arrive à les segmenter, connaître ces voyageurs, où ils vont, donc définir un peu les flux touristiques dans une ville. Et dans une ville ou dans n'importe quel milieu, en fait, on a une couverture mondiale, donc il n'y a pas de contrainte par rapport à ça. Donc à travers ces flux touristiques, on arrive à quantifier l'impact environnemental dû à l'activité touristique. Ces activités-là, aujourd'hui, on les a développées à travers des contrats avec l'Agence spatiale européenne, avec la Commission européenne, et on est effectivement en discussion avec des pays. Donc au niveau de Malte, par exemple, on discute avec l'Institut environnemental de Malte pour mettre ces données-là et ces dashboards-là entre leurs mains pour qu'ils puissent piloter l'activité touristique en fonction de ça. Ça veut dire quoi, piloter? Ça veut dire simplement qu'un pays comme celui-là, on sait qu'ils ont un problème d'eau assez important. Donc l'eau, ressource naturelle disponible, elle couvre que 1/15 du besoin local. Avec un pays, encore une fois, comme Malte, où il y a la population locale, c'est à peu près 500 000 personnes. Et le nombre de touristes internationaux qui viennent à Malte chaque année, c'est environ 3 millions de personnes. Donc ils veulent quelque part raisonner la consommation d'eau et l'impact de l'activité touristique sur cette ressource qui est assez rare pour eux aujourd'hui. Donc ils utilisent nos données justement pour connaître les zones qui sont sous pression, pour savoir comment agir, comment diriger les touristes vers des zones peut-être un peu moins développées, mais qui sont plus robustes, qui peuvent supporter ce stress hydrique supplémentaire, etc. Ça, c'est un exemple. Un autre exemple, c'est Séville, par exemple, qui est une ville en Espagne qui a beaucoup évolué au cours des 15 dernières années. Ils ont fait énormément de travaux pour réhabiliter la ville, pour créer des zones touristiques très attractives. Donc l'idée, c'est d'utiliser nos données pour quantifier l'impact environnemental de ce qu'ils ont déjà construit et surtout de prédire dans le futur, ok, si il y a plus de touristes qui viennent, quel serait l'impact sur ma ville? Il y a des impacts que nous on mesure pas, comme par exemple sur le trafic, sur l'occupation, etc. Mais nous on peut mesurer l'impact sur les zones naturelles, la qualité de la végétation, la qualité de l'air également. Voilà, donc on a pas mal d'indices qu'on peut calculer à travers nos données. Ouais. D'accord. Et alors, si je suis propriétaire d'un hôtel qui a fait des efforts conséquents sur mon impact sur l'environnement, je prends grand soin à avoir une empreinte la plus petite possible, en quoi vous pouvez m'aider? Alors, c'est exactement pour cette raison-là qu'on a créé la plateforme Flokeo.com. Donc, c'est un site où, en gros, vulgarise, c'est pas exactement le terme exact, mais on rend cette donnée experte qu'on arrive à générer accessible au plus grand nombre, au grand public,
et on l'expose sur le portail flokeo.com où un professionnel du tourisme, donc un hébergement, une agence de voyage, un restaurant, un guide touristique, peut venir référencer son activité et surtout mettre en avant tout ce qu'il a fait pour rendre son activité plus durable. Et à partir de ce moment-là, on répond à un besoin très fort. Il faut savoir qu'à peu près 65% des voyageurs européens sont à la recherche d'établissements ou des activités qui sont en phase avec leurs convictions écologiques. Donc ça, c'est un nombre qui est assez important. Alors qu'il n'y a pas de plateforme qui expose cette information. Donc aujourd'hui, on permet aux professionnels cette exposition. Donc on a aussi une charte qui est calquée sur l'Organisation mondiale du tourisme, donc de 11 critères. Ils se positionnent sur ces 11 critères. Encore une fois, on ne cherche pas les premiers de la classe, mais on cherche les gens qui ont une démarche vers du tourisme durable. Et ça, c'est intéressant pour eux, professionnels, parce que ça leur donne de la visibilité auprès d'un grand nombre de voyageurs de bonne qualité, et surtout aussi de monétiser tous les efforts qu'ils font pour préserver l'environnement, parce que c'est un enjeu pour eux sur le moyen long terme, évidemment, parce que si la zone dans laquelle ils opèrent elle est détériorée, au bout d'un moment, les voyageurs ils vont pas venir, mais sur le court terme, les professionnels ils ont également besoin d'avoir un retour sur l'investissement, sur tous les efforts qu'ils ont fait pour la préservation de l'environnement. Donc nous, on leur donne cette possibilité. Et au-delà de ça, flokeo.com, c'est simplement un site de voyage. Donc on trouve des informations, d'un blog, donc c'est vraiment, il y a cette animation en voyage avec au cœur de cette plateforme-là la question environnementale et préservation de l'environnement. Merci. Donc si on a des professionnels ici dans la salle, je vous invite à aller sur flokeo.com et voir de quoi ils retournent, parce que je trouve l'idée assez brillante. Alors il y a un autre enjeu qui est celui de la chaîne acquisition, traitement, usage. C'est comme ça que l'exprime Manuel, et c'est à toi que je vais donner la parole. Donc c'est un enjeu qui n'a jamais été autant d'actualité, parce qu'on a des échanges de données qui sont de plus en plus rapides, de plus en plus facilités techniquement, mais c'est en définitive pas si simple que ça, parce que c'est complexifié par des points d'acquisition qui, eux, sont de plus en plus nombreux, des méthodes de traitement aussi et d'extrapolation qui se multiplient. On en a parlé avec tous les aspects innovants qu'évoquait Emmanuel sur l'intelligence artificielle, par exemple, ou encore des outils d'exploitation qui se diversifient. Donc la chaîne l'enjeu de conquérir et de fidéliser une clientèle, lui, il reste le même, mais finalement c'est plus complexe qu'avant. On a beaucoup de données, mais cet écosystème-là est techniquement avancé, mais plus compliqué. Donc du coup, comment on va s'en sortir avec ça, Manuel, si on parle de dimensionnement, de maturité par rapport à tout ça? Oui, je pense que cette question, effectivement, est centrale dans beaucoup de réflexions d'entreprises qui est en situation de pouvoir concaténer un maximum d'informations et qui arrivent de plein d'usages, de plein de fonctions, de plein de widgets, de plein d'occasions, sollicitées à peu près tous les jours par de nouvelles startups pour dire qu'on peut acquérir de la donnée, améliorer le parcours client, etc., etc. Donc, les points de collecte de données et les points d'usage se multiplient. Par ailleurs, les capacités d'échange entre les systèmes, en gros, la technologie permet de relativement les simplifier. Pour autant, les aligner, les mapper pour faire en sorte qu'ils dialoguent et que, du coup, la donnée reconstituée ne soit pas une donnée trop sale, mais soit une donnée exploitable. C'est un enjeu effectivement qui est important. Quand on revient à l'hypothèse de base, c'est qu'on fait tout ça pour fidéliser ou conquérir. Et tu l'as dit tout à l'heure, l'environnement bouge beaucoup, l'environnement au sens écologique du terme, et l'environnement technique, et l'environnement, l'organisation du travail. Il y a beaucoup de choses qui bougent actuellement, sans parler même du Covid. Donc, mais il y a quelque chose qui ne bouge pas, effectivement, c'est que pour remplir un hébergeur, moi je vais plutôt parler de ça, je ne vais pas trop parler institutionnel, pas trop parler Covid aussi, en tout cas je vous fais une pause pendant 2 minutes. Les grands agrégats, effectivement, c'est fidéliser et conquérir. Donc, moi je réponds à cette question-là d'un point de vue de fournisseur technique par rapport à des clients qui sont des hébergeurs, gros ou petits, ou des réseaux d'hébergeurs, ou des centrales, etc.
moi, je suis assez fervent de la notion de complexité, en disant qu'il y a des nœuds de complexité qui font qu'à un moment donné, on est capable de la gérer, et qu'au bout d'un moment, on fabrique, si on va au-delà d'un certain niveau, on fabrique des usines à gaz et les équipes s'épuisent. Parce qu'à la fin, c'est toujours pour conquérir, fidéliser et conquérir. Donc, je vais prendre l'exemple très précis d'un gros camping, puisque ce sont nos clients et que c'est celui que je connais le mieux, où je serai le plus cohérent, en tout cas j'espère. Il y a un écosystème qui peut se géolocaliser, qui est physique. Donc il y a des clients qui arrivent à une réception, qui demandent du Wi-Fi, qui font des activités, qui ont une appli, qui passent à la réception, qui posent des questions, qui ont réservé, qui s'en vont, qui font des avis consommateurs, etc. Il y a déjà un énorme panel d'informations qu'on peut capter là, qui sont autour de sa consommation pendant le séjour. Et puis il y a un autre moment qui dure à peu près 99% du temps restant de l'année, c'est-à-dire tout le reste, où il va s'informer, réserver, poser des questions, aller visiter des facs, alimenter, etc. Quand il va aller s'informer, il va le faire sur des réseaux de distribution, il va le faire dans un maximum d'endroits, il va pouvoir passer par Google, faire des recherches de mots-clés, tous les mots, tous les sujets qui ont été vus précédemment. Si à un moment donné, on essaye de lui ouvrir une barrière, d'encaisser son chèque, de le faire payer avec un bracelet, de lui donner accès à toute l'information sur une application, de concaténer ça avec une stratégie SEO, SIA, etc., on est à un niveau de complexité où on demande à son prestataire technique, et donc je parle en connaissance de cause, on demande à son prestataire technique d'absolument tout faire et de tout intégrer. À l'opposé, on peut être sur une stratégie où en fait on explose tous les domaines de compétences, tous les sujets d'expertise, donc un chatbot, un système de résa, un système d'e-réputation, un système de stratégie SEO, SIA, etc., qui sont tous éclatés, et avec une autre dimension de complexité, c'est que tous nos clients, et je pense qu'à part peut-être quelques-uns sur la planète qui sont dans la catégorie des GAFA, vous avez des budgets limités, et du coup, en plus de tous ces prestataires qui sont souvent pas très chers, parce qu'ils sont experts, c'est des produits sur étagère, donc globalement, vous pouvez tous les cumuler, mais à la fin, vous n'avez aucune information qui est reconsolidée pour avoir une base de données propre. Donc, ce que je viens de vous décrire, une stratégie qui est celle de l'éclatement, l'autre stratégie qui est celle de la concentration absolue. De mon point de vue, ni l'une ni l'autre n'est la bonne. Et puis vous, en tant que... Si vous êtes hébergeur, je sais pas, je ne connais pas tous vos métiers, mais c'est la même problématique pour une institution. C'est-à-dire que des points de collecte, il y en a pléthore, et des usages, il peut y en avoir pléthore, et des systèmes pour la consolider, il peut y en avoir beaucoup. Donc en fait, ce que notre métier nous montre, c'est qu'on doit avoir des points de gestion de la complexité avec une vision stratégique. Il en faut peut-être un qui peut tout centraliser. Si on a des usages extrêmement diversifiés, on peut en avoir 2 ou 3 qui eux-mêmes dialoguent entre eux. Donc chacun gère sa complexité, mais pas plus. Donc il y a vraiment une stratégie de son organisation de data, de ses échanges, avec une vue de est-ce que je vais pouvoir payer les réconciliations, est-ce que je vais pouvoir le financer, parce que c'est à partir du moment où on échange de la donnée, il faut financer l'échange de données, et puis il faut aussi financer la maintenance. En gros, faire une passerelle, ça coûte. Maintenir une passerelle, ça coûte. Donc voilà, moi, quand on me parle en tout cas de cette question de la data, la question pour moi, mais je la pose du point de vue du fournisseur technique, en tout cas j'essaye d'y répondre plutôt du point de vue du fournisseur technique, c'est d'avoir une bonne stratégie d'architecture, ce qui est une chose à mon avis très complexe, puisqu'il faut avoir une vision market de ce que l'on veut en faire, une capacité un peu geek de comment l'organiser, comment la structurer, comment pour être aussi complet sans devenir complexe. Voilà. Bien, merci. Alors l'éclairage est très intéressant.
Et du coup, ça m'amène à notre dernière question. Parce que là, moi, ce que j'entends, c'est la notion de compétence, aussi de compréhension, de maturité à pouvoir adresser ces sujets-là. Ce qui n'est pas nécessairement l'apanage des managers. Je pense que tu les rencontres, ceux qui sont un peu perdus face à ça. Donc, si on prend un peu de hauteur de vue, et là, je vais poser la question à chacun d'entre vous, quel est votre regard là-dessus? C'est qu'en termes de compétences nécessaires pour faire parler ces datas, c'est quoi la réalité du terrain aujourd'hui? Est-ce que vous êtes confronté à des exemples particuliers qui pourraient illustrer ça? Et puis, voilà, on rejoint la problématique de la culture digitale, de la compétence, de la montée en compétences. Est-ce qu'elle est disponible, cette compétence-là, sur le marché de l'emploi, par exemple? Voilà, donc peut-être chacun à son tour. Manuel, tu veux commencer? Ouais, je rajoute. On peut très bien dire, pour un hébergeur, on peut dire je donne toute ma distribution et je simplifie le problème. Je donne du stock et la relation client, elle n'est plus pour moi. Mais je me dépossède d'une richesse, qui n'est pas la richesse d'avoir un fichier client, mais je me dépossède d'un savoir-faire de commercialisation. Et je me dépossède de ma marge, au passage. Donc, il y a un vrai intérêt stratégique à développer cette base de données, cette maîtrise de cette complexité. Mais elle est chronophage, elle nécessite une grosse culture autour des problèmes digitaux et des problèmes marketing. Et a priori, si vous êtes là, c'est que vous posez des questions. Et donc, vous êtes déjà sur la bonne voie. Enfin, je ne sais pas si on nous apporte des réponses, mais vous êtes sur la bonne voie. Mais c'est un vrai enjeu sur la pérennité d'une économie territoriale, des économies de chacune des entreprises. Donc, je n'ai pas là de réponse, mais ça me semble une véritable priorité stratégique pour n'importe quelle organisation que de dire je libère du temps pour le chef d'entreprise, pour des personnes, pour qu'elles puissent monter en compétence et en expertise, pour avoir une vraie maîtrise de ça, avoir une maîtrise du dialogue avec les fournisseurs qui ont tendance à utiliser du technolangage pour être sûr qu'on ne leur piquera jamais leur boulot. J'en fais partie. Sur la question de la compétence, je vais faire une réponse un petit peu vague en disant que ça dépend. Ça dépend réellement de à qui on parle. C'est-à-dire, dans notre cas, comme j'ai mentionné avant, on travaille avec l'Agence spatiale européenne. Et là, il y a des gens qui sont extrêmement techniques, extrêmement pointus, et du coup, pour eux, les données n'ont pas de secret. Enfin, ils savent les mécaniques, comment acquérir les données, comment les traiter, etc. Mais de l'autre côté, c'était déjà arrivé également de discuter avec des services techniques au niveau de la région, par exemple, qui savent très bien également comment gérer cette donnée-là. Ce qui leur manquerait, c'est les spécificités d'un dataset, par exemple, ou quelque chose comme ça. De l'autre côté du spectre, on peut discuter avec des décisionnaires dont, en fait, ils n'ont pas cette compétence donnée, mais par contre, ils peuvent avoir une vision de pilotage. Et là, c'est très pertinent aussi. Donc, s'il y a une volonté de mettre en place une solution et la cadrer, quelque part, la problématique de compétences techniques, j'entends bien, elle n'est pas importante. Enfin, c'est-à-dire, si on est en capacité de piloter et d'insuffler la bonne vision pour les équipes, on n'est pas obligé de connaître, ah oui, c'est tel langage de programmation qu'il faut faire pour traiter telle donnée. Voilà. Donc tout dépendrait vraiment de l'interlocuteur, de sa feuille de route, de sa stratégie personnelle et celle de l'institution ou l'organisation pour laquelle il travaille, et ensuite de son bagage. Sur la partie compétences pures techniques, c'est clair que pour nous, dans notre expérience, trouver des jeunes profils qui savent traiter la donnée, qui connaissent les architectures les plus récentes, etc., ça devient de plus en plus facile. C'est-à-dire que les formations dans les écoles diverses, que ce soit au niveau technique, au niveau ingénieur, au niveau... Voilà, les formations sont à la hauteur. En France, ici, il n'y a pas vraiment de problème par rapport à ça. Le souci potentiel existe peut-être dans
la tranche d'âge qui est la mienne, hein, enfin, c'est pas pour jeter des tomates, mais qui est un peu au milieu entre les seniors et les juniors, là pour le coup, la compétence personnelle, elle dépendra du degré de curiosité de la personne, de la curiosité personnelle de la personne. Est-ce qu'au cours des 10, 15, 20 dernières années, là où il y a vraiment cette économie de la donnée qui est en train d'émerger, est-ce qu'ils l'ont accompagné? Est-ce qu'ils sont renseignés? Est-ce que voilà, donc ça dépend de l'appétence personnelle, quoi. Emmanuel, un avis là-dessus? Je pense que je ne vais pas être très très original parce qu'effectivement, il faut qu'il y ait une vraie réflexion, quelle que soit l'organisation, qu'elle soit publique ou privée, où la data doit être au cœur de la stratégie de l'entreprise. Et comme disait Emmanuel, c'est mettre le curseur, voilà, jusqu'à quel niveau on veut aussi internaliser des compétences, maîtriser, et jusqu'à quel niveau on va sous-traiter ou déléguer une partie de sa data. Donc on sait qu'il y a une vraie création de valeur autour de l'utilisation, de la gestion de la data. Mais voilà, alors, comme j'avais essayé moi dans mon propos tout à l'heure, parce que je savais que à peu près j'ai anticipé ce qu'allait dire Manuel sur vraiment le cœur de la GRC, de la gestion de relations clients, et que c'est évidemment important en tout cas pour la création de valeur dans les entreprises. Moi sur le côté institutionnel, c'est vrai que si je dois donner un zoom là-dessus, on voit que les réflexions ne sont pas encore tout à fait matures, et que parfois on bloque par rapport à l'acquisition de certaines compétences, et même dans la vision d'une architecture globale, parce qu'on a eu quelques cas ces derniers mois où on accompagne des territoires justement sur leur réflexion stratégique là-dessus. Et pour aller plus loin, pour passer sur des phases opérationnelles, on voit bien, quand on demande si dans les équipes il y a des data analystes ou des data scientists, il n'y a pas, quoi. Donc c'est bien de s'intéresser à la data, mais il faut savoir justement, je parlais de cas d'usage, et sa data, dans sa stratégie d'organisation, c'est pour en faire quoi? Faire quoi en ramenant ça en termes de performance? Et après, donc, il faut se poser les bonnes questions en termes de ressources. Mais il ne faut pas mettre la data comme ça fait joli sur un papier glacé, mais il faut vraiment que ça rentre dans la stratégie d'organisation. Merci. Est-ce que la régie peut redonner la parole à Julie, que je voudrais entendre sur ce sujet, que je voudrais entendre avant sur de ce sujet, conclure. que je voudrais entendre sur Oui, alors je suis totalement d'accord avec ce qui vient de se dire, c'est-à-dire que les formations digitales ont explosé aujourd'hui parce que bien sûr les métiers se diversifient et se spécialisent de plus en plus. Quand moi-même je faisais mes études, il n'y avait que des formations en marketing qui étaient assez généralistes et qui n'étaient pas encore ancrées sur le digital. Et effectivement, ça a demandé beaucoup de curiosité et le fait que j'aimais le digital aussi, je m'y suis intéressée et j'ai pu me former. Mais aujourd'hui, c'est pas évident de trouver quelqu'un qui ait à la fois de l'expérience du fait que ces formations aient été mises en place assez tardivement dans les écoles, et quelqu'un qui puisse maîtriser tout le digital de bout en bout parce que les métiers sont assez spécialisés aujourd'hui. Après, on a parlé de culture d'entreprise aussi, et c'est super intéressant parce qu'effectivement, tout le monde doit prendre part au digital dans une entreprise, que ce soit les services de production ou les services vente, comme les services marketing ou communication. Ce sont des montées en compétences auxquelles tout le monde doit participer pour que l'entreprise puisse perdurer et être vraiment efficace à l'heure actuelle. Merci. Alors, tant on garde Julie un tout petit peu, j'aimerais lui demander, tant qu'on l'a en ligne, son mot de la fin, sa conclusion. Qu'est-ce que ça lui inspire tout ça? Elle qui est dans une structure de 45 employés, donc avec une dimension qui est assez familiale. Voilà, donc quelle est ta conclusion, Julie? Et ça sera ton mot de la fin, et puis chacun fera l'exercice ensuite. Chacun fera l'exercice ensuite. Alors effectivement, nous on est du fait de la taille de notre entreprise, il a fallu que tout le monde soit extrêmement polyvalent à la Balaguère.
Et c'est aussi un atout qui est très fort, c'est que chacun maîtrise de bout en bout le domaine qui le concerne, notamment au digital. On fait tout en interne et avec l'aide de prestataires extérieurs, bien sûr, pour tout ce qui est développement ou les choses très techniques. Mais tout le marketing et la communication est vraiment maîtrisé ici sur place. Et chacun, à titre individuel, s'intéresse au digital et on voit que c'est un secteur qui prend de plus en plus d'ampleur. Et on l'a vu encore plus avec la crise liée à la Covid, c'est que les entreprises qui n'étaient pas très matures d'un point de vue digital ou même qui n'étaient pas sur Internet ont beaucoup plus souffert que les autres. Et donc c'est vraiment un point que chacun doit développer pour pouvoir aller loin. Merci Julie, merci beaucoup et merci de t'être prêtée à l'exercice de la distance. C'était pas simple. Emmanuel, un petit mot pour conclure. Alors, donc autour, en tout cas, moi je pense qu'il faut penser data et usage. Donc il faut bien qu'il y ait le couple, au-delà de tout ce qu'on vient de dire précédemment. Après, il faut aussi peut-être avoir une réflexion. La notion du edge computing vient un petit peu sur le devant de la scène, sur un usage pertinent, maîtrisé et surtout de ramener au plus près aussi les infrastructures informatiques au plus près les opérateurs. Tout ça pour avoir un usage bien qualifié en fait de la data et de pouvoir avoir de la donnée proche en temps réel et pas avoir ça loin ailleurs ou dans le cloud. Voilà. Merci. Manuel. Ouais, je peux juste poursuivre peut-être par un exemple ce que vient de dire Emmanuel. Le data mining, les extrapolations, l'IA, je ne suis pas sûr que ça va servir beaucoup pour prévoir les comportements des consommateurs dans les mois qui arrivent, puisque les modèles vont avoir du mal à se baser sur ce qui s'est passé l'année dernière et sur l'année d'avant. Donc ça veut dire qu'il y a une vraie culture à développer, ça je l'ai déjà dit, et qu'il reste un peu de place au flair et à la réflexion et à l'intuition. Voilà. Oui, on reste des humains, quoi, en fait. Oui, incontrôlable, ou plus ou moins. Tarek ? Non, mais c'est peut-être la période d'avant, de notre point de vue évidemment, et de les activités qu'on mène chez Murmuration. Avant le Covid, par exemple, ça nous a montré les dangers du surtourisme. Là, on est en train de vivre les dangers du sous-tourisme. Donc, quelque part, venez discuter avec nous, on est 3 là dans la salle, pour voir comment on peut avoir une reprise responsable en utilisant toutes ces sources de données disponibles et accessibles à tout le monde. Voilà. Merci. Il nous reste quelques minutes. Si vous voulez poser des questions, c'est maintenant. Donc, n'hésitez pas. On peut les traiter tout de suite, là, maintenant. Ok. Bon, très bien. Écoutez, merci encore à nos intervenants. On les applaudit. Et j'en profite simplement pour indiquer que si vous voulez revoir cette table ronde, elle a été enregistrée et elle sera disponible en replay, mais pas avant une bonne dizaine de jours. Il faut laisser le temps pour l'organisation de pouvoir les relayer, mais sachez qu'elle sera disponible. Et évidemment, nos intervenants sont là si vous voulez discuter avec eux quelques minutes. J'imagine que vous restez ici. Merci.